t'aime, Bruxelles, je t'aime. Tu m'avais manqué, Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. Tu m'as préféré, Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. Bonjour et bienvenue dans Bruxelles, je t'aime, l'émission hebdomadaire qui décortique tout ce que vous allez adorer ou détester de la politique européenne. Je suis Maya Delabaume, merci de nous avoir rejoints. Alors au programme de cette émission, les images de l'altercation entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky à la Maison-Blanche ont fait le tour du monde. L'affrontement entre les deux présidents taillés sur mesure pour la télévision a laissé les alliés de l'Amérique en Europe stupéfaits. Jamais auparavant n'y a-t-il eu une telle démonstration publique de mépris et de méfiance entre alliés et partenaires. L'accord sur les minéraux qui devait être signé à Washington a été suspendu, tout comme l'engagement futur des États-Unis à soutenir l'Ukraine. Et cette désastreuse communication entre leaders dans le bureau ovale a laissé les dirigeants européens dans l'incertitude et en quête effrénée de réponses. La réponse immédiate est évidemment celle d'une augmentation massive des dépenses militaires pour soutenir l'Ukraine et se défendre seul au cas où Trump décide de retirer sans ménagement les troupes américaines du continent. Alors pour combler ce vide, le Premier ministre britannique Keir Starmer a même suggéré une coalition de volontaires pour protéger l'Ukraine et se mettre d'accord sur un accord de paix avec la possibilité d'envoyer des troupes au sol. Où est-ce que tout cela va mener l'Europe? Alors pour parler de ces sujets complexes, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Oana Lungescu, ancienne porte-parole de l'OTAN et membre du Royal United Services Institute. Bonjour Oana. Bonjour Maya. Marc Angel, député européen du groupe socialiste. Bonjour Marc. Bonjour Maya. Et Sven Biskop, politologue à l'Institut Egmont ici à Bruxelles et professeur de sciences politiques à l'Université de Gand. Bonjour Sven. Bonjour. Alors merci encore à vous de nous avoir rejoints. Avant d'entendre vos analyses, jetons un coup d'œil sur ces dernières journées intenses que nous avons tous vécues et qui sont en train de façonner l'avenir de l'Europe. Ce qui est devenu une guerre d'usure brutale a soudain pris un nouveau tournant. Après 3 ans de combat, une paix négociée entre la Russie et l'Ukraine semble occuper le devant de la scène. Mais à quel prix? L'attaque soudaine de Donald Trump contre Volodymyr Zelensky soulève plus de questions qu'elle n'offre de perspectives. You got to be more thankful, because let me tell you, you don't have the cards. With us, you have the cards. But without us, you don't have any cards. Les États-Unis vont-ils abandonner l'Ukraine? Jusqu'où Trump est-il prêt à aller pour apaiser Vladimir Poutine? Et l'Ukraine pourrait-elle se permettre de continuer à se battre uniquement avec le soutien de l'Europe? Pendant ce temps, les alliés occidentaux font des efforts considérables pour rétablir les liens avec Washington. Cette semaine, Donald Trump a d'abord semblé garder la porte ouverte avant de geler l'aide militaire à l'Ukraine. Quant à Volodymyr Zelensky, il a tendu la main en remerciant abondamment l'Amérique. On pourrait presque entendre le Kremlin ouvrir les bouteilles de champagne. Poutine est-il sur le point de gagner cette guerre? Alors revenons sur ce désormais célèbre clash entre Trump et Zelensky. Alors Oana, je me tourne vers vous. Ça a été très commenté, on l'a vu. Mais qu'avez-vous ressenti, vous, en le voyant? C'est un choc, surtout parce que j'ai souvent été dans le bureau ovale avec 3 présidents américains, donc Obama, Trump, Oui. première administration et Biden. J'étais bien sûr avec la délégation du secrétaire général de l'OTAN et je n'ai jamais vu ça. Même dans Trump numéro 1, c'est-à-dire premier mandat. Ah oui. Non, pas vraiment de cette façon tellement agressive. On a eu bien sûr des échanges très durs avec Trump, dont une partie qui était télévisée, un peu de la même façon en 2018, pour le sommet de l'OTAN, où Trump était très décidé à critiquer de façon très dure les chefs d'État et de gouvernement de l'OTAN qui n'investissaient pas assez dans la défense, et aussi de critiquer l'Allemagne pour les milliards qu'elle investissait dans le gazoduc russe Nord Stream. Mais j'ai jamais vu un vice-président, comme on a vu J.D. Vance, intervenir de cette façon agressive, oui. Vraiment directe, personnelle, et de s'engager dans ce genre de discours idéologique envers le président Zelensky. Il faut aussi dire que
c'est un peu un sport de combat, les rencontres avec Trump. Donc, il faut se préparer très bien. La façon dont on lui serre la main, la façon dont on s'assoit dans son siège, comment on gesticule, comment on réagit à ce qu'il dit. Et en général, je dirais, il faut mieux d'être moins émotionnel, plus court et rester sur ses propres messages, ne pas s'engager dans une dispute ouverte de telle manière. C'est un peu stressant finalement les réunions avec Trump. C'est toujours, bien sûr, c'est difficile. Marc, ça nous a semblé un peu un discours de source qu'on a vu dans ce clash justement. Qu'est-ce que vous avez pensé ? Oui, c'était organisé, à mon avis, c'était un épisode de télé-réalité. Trump est très fort en télé-réalité. C'était, avant d'être président et politicien, il était showmaster à la télé. Donc, c'était un épisode de télé-réalité. Ça m'a énormément choqué, mais j'étais déjà choqué avant par le discours de J.D. Vance, du vice-président, à la conférence de sécurité de Munich, où il a franchement déclaré une guerre idéologique contre l'Europe. Puis, ce qui m'a tout aussi choqué dans ces derniers jours, c'était le vote aux Nations Unies des États-Unis, aux côtés de la Russie, aux côtés de la Corée du Nord, Iran, etc. Et tout cela est, je crois, très choquant et inadmissible. Mais bon, on doit vivre avec. L'Amérique, elle est toujours un partenaire important. Et c'est pour ça que j'étais très content qu'il y ait eu par après beaucoup de solidarité pour le président Zelensky et pour l'Ukraine. Finalement, je me tourne vers vous, Sven. Est-ce que cette altercation, elle a été utile, selon vous ? Non, elle a beaucoup endommagé pas seulement la cohésion de l'Alliance Atlantique et la position de l'Ukraine, mais aussi la position de puissance de les États-Unis même. Parce que tout le monde a vu ça. Et tous les alliés et partenaires des États-Unis, n'importe où dans le monde, ils se disent « Ah, la même chose pouvait m'arriver à moi ». Et ils vont réfléchir de toi. Est-ce que l'Alliance ou un partenaire avec les Américains, est-ce qu'on peut vraiment avoir confiance qu'ils seront là le moment venu? Donc, ou bien Trump se réalise ça et il s'en fout, ou bien il n'en est pas conscient que ça endommage vraiment directement la position américaine partout dans le monde. Oui. Est-ce que ça brise justement la relation entre les États-Unis et l'Ukraine? Parce que c'est ça, est-ce que véritablement elle est totalement brisée ou elle peut être réparée, Oana? Je crois qu'elle doit être réparée d'une certaine façon et c'est ce que le président Zelensky a essayé de faire avec son post sur X, avec son message vidéo, avec sa lettre au président Trump juste quelques heures avant le discours du président Trump au Congrès. Donc c'est très évident qu'ils essaient de réparer parce qu'ils se rendent compte que les États-Unis sont essentiels pour la survie de l'Ukraine. Mais il y aura bien sûr, c'est une perte de confiance qui mine cette relation et on va voir comment. Alors on sait que Trump déteste aussi Zelensky depuis son premier mandat. Marc, est-ce qu'il faudrait quelqu'un d'autre à la tête de l'Ukraine comme Trump justement l'a demandé? Est-ce que c'est ça fondamentalement la solution? Je ne crois pas, ça c'est aux Ukrainiens de décider, et c'est ni à Trump ni à l'Europe de décider, c'est une décision de l'Ukraine. Mais pour revenir, à quoi ça servait ça doit nous servir de leçon en tant qu'Européens, et de dire, Trump, les canaux classiques de la diplomatie ne fonctionnent pas avec Trump, c'est un businessman d'ailleurs déjà, le fait de vouloir négocier un traité sur le minerai avec un pays qui est la victime mais pas l'agresseur. Souvent, on fait par après, on paye des réparations de guerre. Mais là, je trouvais ça déjà aussi assez culotté. Mais bon, on doit s'habituer à cette nouvelle méthode. Avec Trump, c'est du business et c'est pas les relations diplomatiques classiques. Il faut se rappeler aussi que l'accord sur le minéraux était en fait une proposition du président Zelensky. Ça faisait partie de son plan pour la victoire qu'il avait présenté à Trump et aux autres en septembre. Cet accord sur les minéraux, Sven, est-ce qu'il est encore, il peut être encore signé, à qui il va bénéficier? Parce que la façon dont Trump l'a présenté, il a vu comme paiement pour le soutien déjà reçu, mais sans promettre quoi qu'il soit pour le futur. Voilà. Et ça, ce n'est pas un accord, c'est du chantage. Donc moi, je peux imaginer qu'il y a toujours un accord sur les minéraux, mais qui fait partie d'un package deal avec une garantie européenne avec des troupes sur le sol, avec une déclaration explicite de Trump que ces troupes européennes seront couvertes par l'article 5. Je pense que c'est ça notre message. On doit dire à Trump, on est d'accord avec votre plan,
il y aura une garantie de sécurité européenne, mais pour que votre plan marche, il faut que l'OTAN donne la garantie de notre garantie, pour dire ainsi. D'accord. Alors, au sein de l'establishment diplomatique et des experts de politique étrangère à Washington et en Europe, le spectre d'une OTAN sans les États-Unis circule. Celui qui rejette fermement cette idée, c'est l'actuel secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte. De manière quelque peu surprenante, lors du sommet de crise à Londres, il a fait cette déclaration. On l'écoute. J'ai parlé à de nombreuses reprises avec le président Trump. C'est un bon ami. Cela fait maintenant 8 ans que nous travaillons ensemble. 4 ans lorsqu'il était président la première fois, et nous sommes restés en contact lorsqu'il n'était plus président. Et bien sûr, nous nous sommes à nouveau rapprochés depuis. Comme il l'a dit à de nombreuses reprises, il est tout à fait prêt à respecter l'article 5 et sa participation à l'OTAN. Alors s'il vous plaît, arrêtons de bavarder sur ce que les États-Unis pourraient ou ne pourraient pas faire. Ils sont dans l'OTAN, ils sont engagés, ils doivent alors respecter l'article 5. C'est ce qu'ils disent constamment, y compris le secrétaire à la défense des États-Unis, le président lui-même et bien d'autres. Alors évidemment, Oana, je me tourne vers vous en tant qu'ancienne porte-parole de l'OTAN. Est-ce que les mots de Rutte vous surprennent ? Non, je crois que Mark Rutte a fait son boulot. Et le boulot du secrétaire général de l'OTAN est de maintenir la famille transatlantique ensemble, en dépit de toutes les disputes et les crises. Une crise comme celle qu'on vit maintenant qui est très profonde. Mais il a raison, Trump lui-même, on lui a demandé est-ce que vous soutenez l'article 5, la clause de défense collective du traité de l'OTAN. Il a dit oui, je la soutiens. Son secrétaire à la défense est venu ici à Bruxelles et au siège de l'OTAN, il a dit la même chose, mais il a dit aussi ce que Trump dit bien sûr, mais il faut que l'OTAN soit plus fort. Et pour cela, on veut que les États membres de l'OTAN investissent 5% de leur PIB dans la défense. Et c'est un peu le message que l'ambassadeur américain qui a été nommé par Trump dans son audience de confirmation au Congrès a répété. Mais alors, du coup, je me tourne vers vous, Marc, parce que vous dites, oui, Rutte dit l'OTAN, les Américains comprennent que l'OTAN, c'est essentiel, mais on a aussi Elon Musk qui lui dit de l'autre côté qu'il est pour un retrait de l'OTAN. Alors je ne dis pas qu'Elon Musk est la personne qui prendra toutes les décisions, mais il est très influent, on l'a vu au discours du Congrès. Est-ce qu'il y a quand même un risque que ça arrive, ce retrait, Marc ? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Ça n'arrivera pas si l'Europe, si les piliers européens de l'OTAN se renforcent. C'est ça qu'il faut faire. Les États-Unis nous l'ont demandé depuis longtemps. On en a parlé, mais maintenant on est conscient. On doit agir maintenant. Il suffit plus de discuter. Il faut agir. La présidente de la Commission, von der Leyen, a proposé un plan de réarmement de l'Europe. Il y a des pays comme l'Allemagne maintenant qui ont changé leur façon d'établir leur budget pour avoir un paquet de 500 milliards pour investir dans la défense, mais il faut aussi investir dans nos sociétés, dans notre démocratie, parce que j'ai peur qu'après on a une Europe super armée, mais une Europe dominée par une majorité de gouvernements d'extrême droite, parce que si on ne protège plus nos valeurs, notre façon de vivre européenne, notre économie sociale de marché, tout ça c'est important aussi. Et c'était d'ailleurs les valeurs. Qu'est-ce qui nous soudait à l'OTAN ? Souvent on disait l'OTAN c'est une union c'est pour nous défendre, mais c'est aussi une union de valeurs, les valeurs de la démocratie, de l'état de droit, et il faut aussi défendre cela. Oui, mais du coup, l'OTAN sans les États-Unis, ça veut dire quoi ? Ça rime à quoi, Sven ? En tout cas, je pense, les Américains n'ont pas tort quand ils disent la première ligne de défense conventionnelle, c'est à vous les Européens même de la créer. C'est logique. Sinon, on n'est pas des alliés, nous sommes un protectorat. Mais pour le moment, on a besoin des strategic enablers américains, les structures de commandement, facilitateurs stratégiques, les facilitateurs, le renseignement, et ça nous prendra des années à les acquérir pour nous-mêmes. Donc on va quand même compter sur eux, mais le problème pour moi, c'est que l'administration Trump a quand même semé la doute. Oui. Et dans les yeux de Poutine, est-ce que l'article 5 est toujours crédible ? Parce que finalement, c'est ça ce qui compte. Qu'est-ce que Poutine ou les autres adversaires potentiels, qu'est-ce qu'eux croient maintenant ? Je crois que Et Oana, vous savez le poids des États-Unis, justement, dans l'OTAN. Vous êtes bien placé pour en parler, justement. Si les États-Unis se désengagent, on a des signes qu'ils se désengagent quand même. Je crois qu'ils
réfléchissent comment ils peuvent changer de rôle au sein de l'OTAN et dans la relation transatlantique. Et c'est normal, hein, c'est depuis le président Eisenhower, le président Kennedy, le président Obama, qu'on aime tous beaucoup en Europe, qui disaient il faut que les Européens fassent beaucoup plus pour leur propre défense. C'est pas parce qu'on veut faire plaisir à Donald Trump, c'est pour notre propre défense. Mais bien sûr, l'OTAN, les États-Unis sont absolument vitaux dans l'OTAN, mais l'OTAN, c'est pas seulement ça. Il y a aussi la Grande-Bretagne, il y a aussi la Turquie, il y a aussi la Norvège, il y a le Canada, il y a beaucoup de pays qui ont un rôle important dans la défense de l'Europe. Mais il faut aussi regarder les défenses dans les investissements dans la défense. Et il y a toujours, même si deux tiers des 32 pays de l'OTAN dépensent 2% du PIB au moins pour leur défense, il y en a encore une tiers qui n'est pas... Et je suis désolée de dire que le Luxembourg et la Belgique font partie de ces pays, avec le Canada, l'Espagne, la Croatie. L'Italie peut-être aussi un peu quand même. L'Italie, voilà. Absolument. Donc ce sont des pays qui sont riches et on peut comprendre un peu la frustration des Américains. Je change un peu de sujet, Marc, je me tourne vers vous. Les États-Unis n'ont pas encore établi une liste spécifique d'exigences pour les négociations de paix. Mais Trump, selon vous, est-ce qu'il pourrait pousser l'Ukraine à céder les territoires occupés par la Russie? Parce que c'est un peu ça, quand même, ce qui se joue. Tout est possible avec Trump, comme je l'ai dit au début, mais ce serait quand même renoncer à l'ordre international, les règles de l'ordre international. Et bon, je sais que Trump, il a un peu cette attitude, le plus fort gagne, et c'est la règle du plus fort, mais c'est pas les règles que nous, en tant qu'Européens, et beaucoup d'autres alliés de l'OTAN défendent. Donc ça peut être un risque, mais il faut voir comment. Il y a aussi M. Poutine à la table après. Mais il ne faut pas reconnaître une annexation illégale. C'est ça, c'est un no-go. C'est un no-go. C'est un no-go pour les Ukrainiens, parce de toute façon. Et pour les Européens, ça doit être une ligne rouge pour les Européens. Sinon, l'Estonie, et ça continue. Mais on ne sait rien faire, parce que la réalité militaire sur le terrain, c'est que pour le moment, l'Ukraine n'est pas capable, malheureusement, de libérer son territoire sans que nous-mêmes, on entre en guerre, ce qu'on n'est pas prêt à faire. Donc je pense que la réalité, c'est que le conflit sera, pour le moment, gelé. C'est le plus qu'on peut espérer. Alors on doit garantir ce qu'il reste de l'Ukraine, mais je suis d'accord, on ne va pas juridiquement reconnaître la cession de ces territoires. C'est un peu la situation des pays baltes après leur annexion par l'Union soviétique, qui n'a jamais été reconnue, et aussi la situation de l'Allemagne de l'Est. Donc même s'il y a des territoires qui sont de façon temporaire occupés, il ne faudra jamais, et c'est une ligne rouge que je crois que les Européens peuvent mettre sur la table, aussi avec le président Trump. Parlons des Européens. Les États-Unis ont changé de camp dans la guerre en Ukraine et la présence des troupes américaines en Europe devient soudain incertaine, tout comme l'avenir de l'OTAN. Rien de tout cela ne nous inspire véritablement confiance. Alors comment les citoyens perçoivent-ils ces bouleversements? Nous avons posé la question dans les rues de Bruxelles et voici ce qu'ils nous ont dit. Qu'est-ce qui se passe, quoi? C'est pas possible. Qu'est-ce qui nous attend aussi en Europe et je sais pas, j'ai toujours pas digéré. Je pense que les Européens doivent aussi montrer que il est pas là c'est pas lui qui contrôle tout, quoi. On ne doit pas se laisser faire et dire que voilà, vu que c'est Trump, président des États-Unis, il fait ce qu'il veut et basta, quoi. C'est extrêmement anxiogène déjà ce qui se passe actuellement et on se porte déjà assez mal, je trouve, à chaque fois qu'on regarde les infos et ça empirait les choses. Mais moi, je trouve ça particulièrement, je vais rester poli, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, c'est imbuvable, quand même. Imbuvable. Ça va affecter l'Europe, du coup. L'amitié entre les États-Unis d'Amérique et l'Europe vont un peu se séparer et du coup, ça pourrait créer un peu une guerre mondiale. Guerre mondiale, alors un sentiment entre choc et stupéfaction quand on les écoute. Trump ne semble vraiment pas faire l'unanimité à Bruxelles. Alors Marc, le soutien des Européens pour l'Ukraine pourrait-il se détériorer? Avez-vous un peu une peur d'un changement de direction?
Pas du tout. J'ai beaucoup. Cette semaine, les leaders européens se sont réunis. Il y a la coalition, the Coalition of the Willings, donc la coalition des volontaires. Donc, il n'y a pas que l'Union européenne, il y a encore d'autres pays membres de l'OTAN, et on doit se souder ensemble avec le Royaume-Uni, et on doit remplacer. Les Américains se sont retirés en ce moment, et c'est nous qui devons en première ligne. Maintenant, il y a une ligne de front, et là, on doit soutenir l'Ukraine. On est aussi dans une Europe avec des partis de droite très importants, on le sait, des partis nationalistes, souvent pro-Moscou. Est-ce qu'il pourrait y avoir une modification de la perception à cause justement de cette émergence des partis de droite qui défendent la Russie? Je constate quand même que Meloni, qui est des chefs des plus grands pays européens, quand même probablement la plus proche de Trump, plutôt s'engage de notre côté, soi-disant. Et elle était à Paris, était à Londres. Donc là, je pense que le spectacle de Trump a été contre-productif. Et celui comme Viktor Orban, s'il continue à jouer des jeux politiques, de politique politicienne, comme on dit en Belgique, je pense qu'il va être mis de côté. On parle de vraiment notre sécurité propre à nous. C'est trop important pour des jeux ridicules. Alors, Oana, il y a des gens qu'on a interrogés qui, justement, eux, parlent d'un réveil européen. Justement, peut-être que c'est une thérapie de choc nécessaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée? Ça a pris beaucoup de temps, parce que, oui, on a entendu Poutine parler de l'Ukraine depuis 2007. On aurait pu faire entrer l'Ukraine et la Géorgie à l'OTAN en 2008. En fait, c'est la France et l'Allemagne qui se sont opposés. Les États-Unis sous Bush étaient pour. Bon, ça c'est l'histoire. Maintenant, je crois qu'il faut paniquer moins et agir plus. Je crois que c'est ça, c'est l'heure des actions. On a vu déjà le fait que la France, la Grande-Bretagne ont pris des initiatives importantes. Oui, les deux puissances nucléaires, c'est voilà, c'est absolument. Et on a vu aussi les sondages. En Grande-Bretagne, pour la première fois depuis des mois, il y a Sir Keir Starmer, le premier britannique labouriste, qui est au-devant des sondages parce que les gens apprécient la façon active et c'est Oana, moi je retiens ce que vous dites, ce que vous avez dit au début, paniquer moins, agir plus. C'est donc sur ce point que nous pouvons clore cette conversation. Merci beaucoup à tous les invités ici présents. On prend un temps de pause, mais restez avec nous pour explorer un peu plus en détail comment l'Europe entend répondre à ce renversement d'alliance brutale. À tout de suite. Heureuse de vous retrouver sur le plateau de Bruxelles Je t'aime avec nos trois invités ici présents. Alors, il se pourrait bien qu'à l'avenir, l'Europe soit seule à soutenir l'Ukraine. Cependant, les participants au sommet de Londres ont prouvé à Trump qu'ils seront capables d'influencer l'issue finale de la guerre. Premièrement, ils se sont mis d'accord sur un regain de soutien militaire pour l'Ukraine et une continuation des sanctions contre la Russie. Et deuxièmement, ils ont surtout évoqué la possibilité d'un plan de paix avec des garanties de sécurité et surtout la présence possible de troupes de maintien de la paix au sol. Alors, est-ce que c'est assez, Oana, pour impressionner Trump ? Je crois que c'est important de présenter un plan plus cohérent de la part des Européens avec les Ukrainiens et peut-être d'être ensemble à la table avec les Américains et certainement les Russes. Mais peut-être, il faudrait. Mais absolument. On ne sait pas encore le format. Il y a des discussions en ce moment entre les officiels ukrainiens et les officiels américains. Donc, c'est important d'avoir une initiative claire, une proposition claire de l'Europe. Et Sven, je me tourne vers vous. Est-ce que Trump peut encore être convaincu d'une vraie coopération transatlantique plus étroite à ce stade ? Finalement, on lui dit, c'est votre plan qu'on est en train de mettre en œuvre. J'espère que ça va lui faire plaisir. Mais pour que votre plan marche, c'est-à-dire des troupes européennes sur le sol ukrainien, après un cessez-le-feu... et une augmentation des dépenses de défense. Il nous faut quand même une assurance, et cette assurance doit rester l'OTAN. Ensemble avec l'accord sur les minéraux, c'est peut-être un package qu'il peut toujours accepter. Marc, vous pensez que c'est un package qu'il peut accepter aussi ?
Oui, je le crois bien, parce que cette initiative de cette coalition des volontaires, c'est une initiative de paix, une paix juste et durable. Mais cette paix, elle ne peut être que juste et durable si on est dans une position de force. Nous, les Européens, ensemble avec les Britanniques, avec les Norvégiens et peut-être les Canadiens aussi, une position de force pour montrer qu'on est là. Et voilà, et je crois que ça, il aime Trump quand on est fort comme lui pour négocier ensemble contre Poutine. Alors justement, parlons de cette coalition des volontaires. Du côté européen au sens large, le Royaume-Uni semble avoir pris les devants dans la crise ukrainienne. Écoutons le Premier ministre Keir Starmer, l'hôte de la conférence à Lancaster House. Nous irons plus loin en développant une coalition de volontaires pour défendre un accord en Ukraine et garantir la paix. Le Royaume-Uni est prêt à soutenir cette démarche avec des troupes au sol et des avions dans les airs, en collaboration avec d'autres pays. C'est à l'Europe de faire le gros du travail. Alors Oana, des troupes au sol, des avions dans l'air, on l'a dit déjà au début de cette émission, est-ce qu'on peut faire ça sans les États-Unis ? Ce sera difficile parce que les États-Unis ont des capacités que les Européens n'ont pas. Surtout du point de vue ravitaillement aérien, les renseignements très importants. Et ce qu'on appelle le transport lourd, le ciblage à longue distance. Donc, il faudra une protection pour cette force, même si elle n'est pas sur la ligne de front. Et ce sera plutôt une sorte de force de rassurance, plutôt à l'intérieur du pays. Mais si les Russes provoquent d'une certaine façon, il faut avoir, comme Sven le disait, une assurance qu'il y aura une réponse collective. Oui, tout à fait, parce que le plus radical que l'administration Trump a dit jusque-là, c'est de dire à nous, c'est à vous de donner la garantie de sécurité, troupes sur le sol, mais si vous entrez en guerre, ça sans nous. Là, Trump a vraiment cassé la solidarité transatlantique, et c'est à lui maintenant de réparer ça. Alors, du côté de l'Union européenne, la Commission européenne a proposé un effort global de financement de 800 milliards d'euros pour renforcer les capacités de défense de l'Europe, avec notamment un prêt de 150 milliards à disposition des 27 pays de l'Union européenne. Alors, il y a pas mal d'options différentes sur la table. On ne va pas toutes les énumérer, mais Marc, je me tourne vers vous. Est-ce que c'est ça la voie à suivre ? Est-ce que c'est suffisant ? Je crois que c'est suffisant et il faut dépenser plus, mais il faut aussi qu'on dépense mieux et acheter plus, avoir une demande collective, avoir des ordres, quand on commande des armements, d'avoir des commandes collectives et pas de nouveau avoir 25 ou 27 systèmes différents. Donc je crois que c'est très important, dépenser plus, mais aussi dépenser mieux. Et de ça, on a parlé depuis des décennies, Smart Defense à l'OTAN ou pooling et sharing. Donc, mais on ne l'a jamais fait et maintenant c'est le moment de le faire. Je crois qu'il y a une nouvelle dynamique entre l'OTAN et l'Union européenne où l'Union européenne dit on va utiliser les moyens importants qu'on a pour aider les pays membres de remplir les demandes capacitaires de l'OTAN qui sont faites pour utiliser les plans de défense. Parmi vos collègues, Marc, au Parlement européen, il y en a un qui n'est pas totalement convaincu que le plan de réarmement d'Ursula von der Leyen soit suffisant et surtout décidé rapidement. C'est Raphaël Glucksmann, eurodéputé français du groupe socialiste, et nous lui avons parlé par téléphone. Écoutons-le. It's too little, even on the medium and long term. C'est trop peu, même à moyen et long terme. C'est une bonne chose d'assouplir les règles en matière de déficit pour les investissements dans le secteur de la défense et de pousser les États membres à investir davantage dans leur propre défense, mais ce n'est pas suffisant et ce n'est pas assez européen. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est faire ce que nous avons fait contre la pandémie à l'époque du Covid. We have done against the pandemic in the time of COVID. It's common borrowing. Il s'agit d'emprunts communs, d'argent commun et de coordination dans la mise en œuvre de nos investissements dans le secteur de la défense. Sinon, nous aurons 27 politiques de défense et un manque total d'efficacité, de coordination et d'argent. Alors Sven, il a raison, Glucksmann, de dire que c'est trop peu, peut-être pas assez européen. Il ne faut pas oublier que finalement, ce sont les États membres eux-mêmes qui doivent dépenser aussi leur budget de défense. Mais pour moi, ça peut être assez européen. Les directives doivent maintenant venir des États européens qui sont aussi membres de l'OTAN. C'est de dire un pilier européen au sein de l'OTAN, quelles sont les capacités qui nous manquent, comment va-t-on les construire. Et alors, le commissaire à la défense Kubilius, ça doit être son objectif. Donc ce sera un pilier, un paquet de forces cohérent
qu'on doit construire, mais sous le drapeau OTAN, parce qu'il y a un processus de planification qui marche Marc, et la structure de commandement. Vous êtes député au Parlement européen, vous connaissez la machinerie de Bruxelles. Et ça va prendre du temps, tout ça. Mais je crois qu'on peut apprendre de la pandémie où tout à coup des choses étaient possibles qui n'étaient pas possibles avant. Et là, je donne raison à Raphaël Glucksmann. Il dit c'est pas assez européen le plan de Mme von der Leyen parce que 150 milliards c'est un emprunt commun et 650 milliards c'est dépensé dans les États membres. Et je trouve qu'il faudrait plus dépenser de façon européenne. Et là, je lui donne raison. Pas assez européen, ce plan de réarmement. C'est sur cette note que nous pouvons clore cette discussion. Merci beaucoup à tous les invités ici présents. Pour toutes les dernières actus concernant ce dossier, n'hésitez pas à consulter euronews.com ou à télécharger l'appli d'Euronews. À très bientôt. Heureuse de vous retrouver sur le plateau de Bruxelles Je t'aime avec nos invités Oana Lungescu, ancienne porte-parole de l'OTAN et membre du Royal United Services Institute, j'espère que je le dis bien. Super. Marc Angel, député européen du groupe socialiste, et Sven Biskop, politologue à l'Institut Egmont, ici à Bruxelles, et professeur de sciences politiques à l'université de Gand. Alors l'administration Trump a pris un tournant choquant pour beaucoup de monde en se concentrant entièrement sur des négociations directes avec Moscou et en laissant entrevoir des stratégies de paix totalement favorables à la Russie. Une réorientation qui n'est pas totalement surprenante compte tenu de l'admiration de Trump pour les dirigeants autoritaires comme Poutine. Alors Oana, justement, assistons-nous à la création d'une véritable nouvelle réalité géopolitique ? C'est une possibilité qui est inquiétante. On voit des chefs d'État forts, Trump, Poutine, Xi. Et il y a une tentation de revenir à une idée de sphère d'influence, qui est un peu, c'était l'idée de l'accord de Yalta, il y a 4-20 ans, après la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais là c'était avec Churchill. Là, il y a un risque qu'on voit ce partage de sphère d'influence entre les États-Unis, la Russie et la Chine. Et il y a aussi, je crois, une tentation pour l'administration Trump d'essayer de séparer la Russie de la Chine. Ce que je crois, c'est une tentative qui n'est pas réaliste, mais qui peut avoir Sven, vous êtes d'accord avec cette tentative-là dont parle Oana, justement ? Oui, c'est peut-être le jeu que Trump joue, mais Xi et Poutine, ils sont peut-être déjà d'accord entre eux. Ils laissent Trump dans l'illusion que lui mène le jeu, mais en réalité c'est eux. Je pense que ce que Trump a fait, ça a déjà un effet, parce que jusque-là on savait, et tout le monde savait, les Européens et les Américains, ils sont du même côté. Ils ne sont pas toujours d'accord sur tous les détails, mais sur les grandes questions, ils sont du même côté, donc on doit en tenir compte. Et ça, il a cassé, et donc maintenant, s'il peut faire un accord avec Poutine, et peut-être après avec Xi, sans nous ou contre nous, il le fera. Donc on va vers un transactionnalisme généralisé qui est beaucoup plus volatile dans la politique. Vous êtes d'accord, Marc, avec cette idée de transactionnalisme, justement, qui est une nouvelle donne des relations diplomatiques ? Ouais, comme j'ai dit tout à l'heure, les relations diplomatiques pour Trump, c'est souvent aussi des relations commerciales, business. Et là, on doit rappeler l'Europe, on est quand même là, on a le plus grand marché au monde, on est la deuxième économie mondiale, alors il ne faut pas avoir des complexes et il faut aller de l'avant. Maintenant, ensemble avec le Royaume-Uni et d'autres, il ne faut pas se faire petit, parce que si on est petit, on est écrasé tout de suite. Donc je crois qu'on doit dire qu'on est là, et on ne peut pas laisser Poutine et Trump décider sur la sécurité européenne sans l'Europe. L'Europe doit, parce que c'est notre sécurité, voilà, sécurité de nos territoires, mais aussi toute la sécurité autour, la démocratie que j'ai mentionnée. Alors, on connaît l'admiration de Trump pour Poutine et ses disciples. Nous avons trouvé une citation dans laquelle Trump défend ouvertement Poutine et n'a que du mépris pour ses opposants politiques nationaux. Un document étonnant et embarrassant. Écoutons. Biden, they didn't respect him. They didn't respect Obama. Biden, ils ne l'ont pas respecté. Même chose pour Obama. Moi, il me respecte. Laissez-moi vous dire que Poutine a vécu beaucoup de choses avec moi. Il a subi une chasse aux sorcières bidon où ils se sont servis de lui et de la Russie. Vous en avez déjà entendu parler ? Il a été forcé d'endurer ça. Et il l'a fait. Nous ne sommes pas entrés en guerre. Il a été accusé de toutes ces choses alors qu'il n'avait rien à voir avec ça. C'est sorti de la chambre du chasseur Biden. C'était dégoûtant. Et puis ils ont dit « Oh, l'ordinateur portable de l'enfer a été fabriqué par la Russie, par les 51 agents. » Tout cela n'était qu'une escroquerie et il a dû le supporter.
On l'accusait de toutes ces choses. Scam, and he had to put up with that. He was being accused of all that stuff. Alors, Anna, Poutine a traversé beaucoup de choses, il dit, et ils l'ont utilisé. Ils, ce sont évidemment les démocrates. Pas un mot sur la politique étrangère agressive de Poutine, sur les cyberattaques russes, sur la répression, le meurtre et la persécution des membres de l'opposition, même dans d'autres pays européens. Votre opinion là-dessus? Oui, bien sûr, c'est choquant parce que ce n'est pas la réalité. Et on sait que c'est la Russie qui est l'agresseur et l'Ukraine est la victime de l'agression. Oui. L'explication de Donald Trump, c'est qu'il veut être neutre dans ces disputes. En fait, il ne faut pas être neutre, il faut être de la part de l'Ukraine. Mais je crois que ce qu'il faut se rappeler, et Marc le mentionnait avant, c'est que Trump, tout comme Poutine, donc nos alliés aussi que nos adversaires respectent la force. Et c'est pour ça qu'il faut renforcer la position des Européens, aussi pour maintenir la relation qu'on a avec les États-Unis. Mais ça me fait quand même peur parce que quand moi j'ai vu ça, ma conclusion était Trump est fondamentalement du côté de Poutine. Oui. Il le regarde comme un allié et il suivra l'agenda de Poutine. Donc il est en train de négocier un accord ayant en tête les intérêts de Poutine, pas de l'Ukraine et certainement pas les nôtres non plus. Et ça fait quand même peur. Les Européens ont aussi une carte qu'ils ont choisi de ne pas utiliser, c'est de confisquer les avoirs gelés des Russes, qui sont au moins 220 milliards. C'est ce que Raphaël Glucksmann justement dit dans l'enregistrement. Mais c'est très compliqué ce sujet parce qu'on sait que c'est pas légal, on sait aussi qu'il n'y a pas de... Moi je les garderai comme caution. Moi je dirais, s'il y a un cessez-le-feu et si alors Poutine vous ne respectez pas, après, alors on prend ces... Mais justement, le gel des avoirs russes, ça serait le plus gros pactole financier. Absolument. Donc pourquoi est-ce qu'on ne négocie pas là-dessus véritablement aujourd'hui, Oana? Il faut demander à la Belgique, surtout. Ce serait vraiment un grand atout d'un côté pour armer l'Ukraine de façon massive et rapide, ce qu'on pourrait peut-être pas faire avec l'industrie européenne de la défense en ce moment-ci, mais c'est aussi un atout envers les États-Unis et la Russie pour dire nous, on a aussi une carte à jouer, il ne faut pas penser cette carte à jouer justement. Le Joker, et comme Trump, dans cet épisode au bureau ovale, il a mentionné le jeu de cartes. Donc, nous avons une carte en main, je suis tout à fait d'accord avec cela. Il faut la jouer le moment venu, pas tout de suite. Moi, je suis professeur, je ne parle pas pour le roi des Belges ou son gouvernement, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de base juridique pour autant que nous ne sommes pas en guerre avec la Russie. Donc, moi, je l'utiliserai comme caution. Après un cessez-le-feu, je dirais ça c'est notre garantie. Parce que si vous violez le cessez-le-feu, alors vous perdez tous vos milliards. Mais donc c'est possible encore aujourd'hui, c'est-à-dire ça créerait peut-être un précédent, mais c'est possible aujourd'hui. On parlera du gel des avoirs dans une prochaine émission. Et bien sur ce point, nous pouvons conclure cette conversation. C'est la fin de l'émission Bruxelles, je t'aime. Merci à tous nos invités et à tous ceux qui nous regardent de chez eux. Si vous voulez continuer la conversation sur le sujet de votre choix, n'hésitez pas à nous écrire à bruxellesjetem@euronews.com ou à nous contacter via les réseaux sociaux. Passez une excellente semaine et à très bientôt sur Euronews.